Bonjour, ravi de vous retrouver mesdames, messieurs, ce matin du 5 février. Donc j'espère que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie. Bonjour d'Algérie, c'est jusqu'à 9h30 avec tout un éventail de sujets, mais également des invités qui viennent d'horizons divers. Nous aurons l'occasion de recevoir quelques dames ce matin, en l'occurrence donc Madame Kouider Chahira qui dirige une association, elle est présidente de l'association At-Tahaddi qui s'occupe de la femme au foyer. Et puis aujourd'hui, donc, elle nous parle d'une très belle initiative première du genre. Elle vise justement à valoriser la beauté de nos femmes, mais aussi toutes les valeurs qu'elles véhiculent et tout le rôle qu'elles représentent au sein de la société. Donc c'est à travers le concours Lunjet Mezrenna, c'est assez insolite. On verra justement pour le nom de ce concours avec Madame Kouider Chahira tout à l'heure dans un moment. Et puis en parlant justement des femmes au foyer, elle essaye également de les valoriser, de leur donner un peu plus d'estime de soi, un peu plus de confiance. Il s'agit de notre nutrithérapeute plutôt, Madame Saïda Tahir, qui sera avec nous tout à l'heure, donc qui parle un petit peu, qui donne des conseils justement essentiellement à la femme en ce moment, en regroupant des brochettes de femmes, d'une cinquantaine cette fois-ci, pour cette première édition où elle vise justement à les aider à améliorer leur santé à travers une perte de poids entre autres, et pas que, on verra avec elle dans un instant. Dans cette matinale, nous aurons le plaisir de retrouver, comme chaque lundi, Amina Ziri, donc qui s'occupe dans sa rubrique du patrimoine, des héritages également, et de plein de pans culturels. Et aujourd'hui, elle a choisi de recevoir Mohamed Chala, un passionné justement de patrimoine qui vient de la wilaya de Tipaza et qui va nous parler d'une région en particulier, Bouchegaï. Et puis voilà, il faut dire que notre pays est grand, immense, il présente justement des richesses incommensurables et aussi des reliefs aussi différents les uns que les autres. On s'est intéressé souvent au sud, on s'est intéressé souvent au littoral, à l'est, à l'ouest. On va aller vers la steppe cette fois-ci, vers les hautes plaines justement steppiques qui sont vraiment sous le microscope de groupes de chercheurs depuis pas mal d'années. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir un des chercheurs algériens qui s'intéressent à ces régions en particulier et à toutes les ressources pastorales en particulier. Il s'agit d'Ahmed Aïdoud, donc, qui viendra nous parler de cette steppe, de la manière de la préserver pour les générations futures. Ce sera dans Bonjour d'Algérie ce matin. Et puis, nous aurons le plaisir d'avoir un moment de poésie, et oui, et de quiétude avec notre jeune poétesse en herbe, Inès Hayouni. Inès Hayouni, donc, qui sort son second recueil de poésie intitulé Ikigai, et dont elle nous parlera tout à l'heure, après bien sûr le démarrage de l'émission en beauté, bien sûr, comme vous avez coutume à nous suivre avec Amel Laribi qui va tout de suite nous donner les nouvelles du ciel. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, oui. Alhamdulillah, on a des journées printanières. Ouais, tout le long de la semaine. Oui, la terre a tendance à se tromper, à nous offrir des fleurs même. Oui. Et donc, voilà, et dans le jargon populaire, on dit l'ard halmet. D'accord, on dit comme Elle ça. rêve de printemps automatiquement. Ok. Voilà, le soleil est tellement présent qu'on finit par avoir des herbes et des fleurs. En excès. En excès. Non, le khair, marhaba bi. En tout cas, ravi de vous avoir avec nous ce matin, Amel, et surtout que voilà, vous allez nous donner des précisions par rapport au temps d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il fera comme temps ce matin partout dans le pays? Allons-y, merci Nadia. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, excepté de la brume matinale sur les régions de l'ouest et le centre-ouest, près des côtes et dans les vallées, eh bien le ciel restera dégagé à partiellement voilé d'ouest en est
La moitié sud, rien à signaler. Toujours que du beau soleil, excepté quelques nuages, mais vraiment de type élevé vers le sud-ouest. Et à noter des semaines de sable vers le Sahara central, tout au long des frontières algéro-maliennes et l'extrême sud. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 15 degrés seulement du côté d'Al-Beyoud, 18 Djelfa, 22 Tizi Ouzou, également Constantine, Sétif, Batna, Tlemcen, 21 degrés Alger, à Annaba, 19 à Oran, 22 Tlemcen. Au sud, le minimum 17 degrés à Béchar, 19 Tamanrasset et Janet, 20 degrés à Gardaya, 22 Biskra, 21 Tindouf, 24 à Adra et 25 à 27 degrés de Ingzem vers Borj Beti Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est, des vents faibles, 10 à 20 km/h sur toutes les côtes et les vents seront variables. Et on termine avec le coucher du soleil qui se fera aujourd'hui vers 18h17. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie, les www.meteo.dz. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. Passez une excellente journée. En tout cas, la mer est si calme que je recommande à tous de se diriger vers les poissonniers. Exactement. Voilà, c'est le moment de consommer du poisson, du poisson frais. Effectivement, il y aura de bonnes pêches certainement avec une mer aussi calme. Merci infiniment. C'est moi. À très bientôt. Inch'Allah. À très bientôt. En tout cas, vous êtes avec nous ce matin jusqu'à 9h30, je l'espère. En tout cas, pour vous et pour nos frères palestiniens, tout de suite, cette chanson interprétée justement avec beaucoup de cœur. Il s'agit d'Arsana et c'est pas
Là, nous entamons tout de suite notre premier plateau avec le premier invité qui vient de s'installer, M. Ahmed Aïdoud. Bienvenue. Merci. On est ravis de vous recevoir ce matin. En tout cas, c'est vrai qu'il y a les hommes de l'ombre, il y a toutes ces personnes qui interviennent en faveur de notre société, en faveur de nos richesses, mais qu'on ne connaît pas beaucoup. Et vous en faites partie, ainsi que toutes les équipes qui travaillent sur le terrain pour valoriser, pour comprendre au mieux notre steppe, n'est-ce pas? Ouais. Oui, vous le faites depuis longtemps. Ouais. En tout cas, rappelons un petit peu. Depuis une cinquantaine d'années. Depuis une cinquantaine d'années, vous vous intéressez à la steppe en particulier. Vous êtes voilà, chercheur, vous diplômé de l'USTHB, donc l'université de Webzouar. Et puis, vous avez été au début de votre carrière dans un centre devenu aujourd'hui unité de recherche sur les ressources géologiques et terrestres. Non, tout à fait. l'unité n'existe plus, mais Elle n'existe plus, c'était un centre de recherche. Après, c'est devenu une unité de recherche rattachée à l'université. Oui. Et bon, maintenant, je travaille plus avec le centre de recherche sur les régions arides de Biskra. Très bien. D'ailleurs, c'était ce que devait devenir le centre de l'unité de recherche, oui. Avec l'unité des régions sahariennes. Ça devait se fusionner et donner lieu à ce centre de recherche qui est maintenant à Biskra. Voilà, vous évoluez aussi dans des universités à l'étranger, donc notamment Oui, voilà, parce que vous avez aussi la casquette de l'enseignant et vous faites partie des chercheurs du CNRS en France, bien sûr, dans l'unité, oui, une unité mixte de recherche, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Et si vous êtes aujourd'hui parmi nous, c'est parce que vous reprenez un petit peu le terrain en Algérie, vous repartez dans cette région que vous aimez tant, donc vous les appelez non pas la steppe, non pas les hauts plateaux, mais les hautes plaines, c'est bien ça? Oui, c'est les hautes plaines steppiques, oui. La steppe est une région géographique, mais en même temps une formation végétale qui est caractérisée par une végétation en touffes dispersée, espacée. C'est ça un peu la définition de la steppe. Qui ne demande pas l'entretien de l'homme, qui vit comme ça, qui pousse naturellement, n'est-ce pas? Oui, qui pousse naturellement, oui, Oui, maintenant, bon, il y a l'intervention de l'homme, on va en parler, effectivement, parce que ça permet aussi de préserver. Et si vous êtes parmi nous aussi, c'est pour dire que cette steppe est menacée aussi, que ces ressources pastorales sont quelque part menacées, qu'elles sont beaucoup plus restreintes qu'avant, que vous les aviez connues en 75, c'est bien ça, les premiers? Oui, c'est ça, j'ai commencé en 75. On a installé des stations expérimentales, 3 stations dans les steppes les plus importantes, c'est-à-dire Alpha, Lygium, le Sparte, et Senra, et l'Armoise, Cheikh. C'était les 3 grandes formations qui se partageaient à peu près un peu plus de 90% de la surface. Très bien. Oui. Donc, quand on a vu ces espaces en 75 et qu'on revient à chaque fois, chaque année, pour les observer, qu'est-ce qu'on remarque justement? Parce que c'est vrai que l'objectif, c'est de voir leur évolution dans le temps, c'est bien ça? Oui, la première des choses qu'on a étudiées, c'est qu'il y a une très grande variabilité dans le temps, interannuel. C'est-à-dire, en année sèche, il n'y a rien. En année humide, ça explose et c'est très riche, c'est très verdoyant. D'ailleurs, actuellement, on parle de verdissement pour justifier un peu, pour diminuer de l'importance de la désertification qu'on observe actuellement. Oui. Voilà. Bon, cette année s'annonce un peu sèche, je pense. Oui, l'automne, voilà, surtout dans la steppe. Dans le nord, peut-être qu'il a un peu mieux, la situation est meilleure, mais dans la steppe, surtout de l'ouest, à partir d'Aflou, c'est vraiment sec. D'ailleurs, les éleveurs sont en train de donner un complément, ils disent Alfou. Pratiquement, ils donnent la ration nécessaire pour élever une brebis, c'est-à-dire à peu près 350 UF. Un UF, une unité fourragère, c'est l'équivalent d'1 kilo d'orge. D'accord. Donc ils sont en train de donner de 750 grammes à 1,5 kg par jour, et pratiquement toute l'année, ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin de steppe. La steppe, de toutes les façons, maintenant, elle ne donne, même en année moyenne, elle ne donne à peu près que 10% des besoins d'une brebis.
En 75, est-ce que c'était le cas ou est-ce que c'était beaucoup plus... Non, en 75, on tablait sur, c'est-à-dire année sèche, année humide, c'était à peu près une centaine d'UF. Donc on avait 4 hectares pour une brebis. On comptait à peu près 4 hectares. C'était une norme qui avait été instaurée par la Ligue. D'accord. Et il y avait bien sûr celui dont on a parlé tout à l'heure, Salah Hajbeil, Oui. aussi. Allah yarhamhum, j'imagine que nombre de personnes que vous avez connues qui s'intéressaient un petit peu à nos ressources pastorales ont disparu aujourd'hui. On leur rend hommage aujourd'hui, bien sûr, à travers vous. Et on rend hommage à toutes ces équipes déployées en fine observatrice, parce que c'est des équipes, alors je donne le féminin, mais bon, vous êtes nombreux à vous intéresser à la question. Est-ce que toutes ces années d'observation vous ont appris des choses sur notre steppe? Ah ben oui, c'est un milieu très, très difficile à cerner parce que vous avez la variabilité interannuelle et vous avez une évolution très lente de dégradation. On parle de réalité invisible. Oui. Vous avez une année sèche où il n'y a rien, ce n'est pas une dégradation, c'est naturel. Après, ça reprend. Mais vous avez en même temps une dégradation du potentiel biologique du sol, de la steppe, de l'écosystème, qui fait que les choses deviennent, dans certains cas, irréversibles. Comme par exemple l'alpha, que je prends comme meilleur exemple. L'alpha, c'est d'ailleurs les éleveurs, je leur ai fait dire ça. Hein. Ils disent ah oui, c'est l'alpha تروح وما توليش. Oui, donc il faut vraiment préserver le halfa. Le halfa, c'est quand même une belle ressource, autant pour la zone, pour les zones agro-pastorales que pour notre artisanat aussi, parce qu'elle était vraiment très, très convoitée à un moment donné pour l'artisanat. Oui. Malheureusement, il reste peut-être 10% de l'alpha qui existait il y a 50 ans. Oui. C'est fini. À part les zones qui sont protégées entre les accords entre les APC et le Haut Commissariat au développement de la steppe. Donc voilà, ça a conduit justement le gouvernement à prendre des mesures pour protéger ces zones-là, n'est-ce pas? Oui. Donc en partenariat avec les APC, donc qu'est-ce qui a été décidé? On va peut-être informer qu'il y a lieu peut-être d'investir aussi là-dedans. Oui, il y a de gros investissements. De toutes les façons, l'Algérie a dépensé beaucoup d'argent pour la steppe. Vous savez, à travers le monde, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ça. C'est-à-dire, il y a la Convention internationale de lutte contre la désertification. Elle travaille depuis 1994, mais rien n'a été fait. Ça ne change rien. La désertification continue à se faire et en plus, on dit maintenant que la désertification est liée au changement climatique. Au changement climatique, alors ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Le GIEC, le dernier rapport du GIEC, carrément, il dit que ce n'est pas dû à l'homme, c'est dû au réchauffement climatique, changement climatique. C'est vrai. Je ne suis pas un climato-sceptique. D'accord. Il est vrai que la sécheresse augmente, c'est-à-dire la fréquence des sécheresses augmente. C'est-à-dire la fréquence de tous les événements climatiques augmente. C'est-à-dire et comment ça impacte le sol justement, les sécheresses répétées? Le gros de la sécheresse, quand il fait sec, il n'y a pas suffisamment de végétation pour les troupeaux. Et la végétation préserve la terre en général. Bien sûr. Quand il y a des pousses, la terre ne disparaît pas. Oui. Mais quand il n'y a pas de pousses, la terre a tendance plutôt les couches terrestres ont tendance à diminuer. Oui, le sol fertile qui est très, très en moyenne, disons qu'on avait autour il y a 40 ans ou 50 ans, on avait une moyenne de 20 cm de sol, ce qui est faible déjà. 20, 25, jusqu'à 30 par exemple dans les steppes d'alpha. Mais il y a eu même 50%. Quelqu'un m'a dit 50 cm de sol. La matière organique est très faible, c'est la matière organique qui donne un peu une idée de la fertilité de ces sols. Et bien en 40 ans, dans 70
dans 70 stations qu'on avait échantillonnées en 75 et puis qu'on a échantillonné après en 2015, on a eu une diminution de 15 cm de sol. 15 cm de sol, ça peut paraître tout faible. Peut-être faible, mais Ouais, c'est pas le cas quand mais ça il s'agit correspond du sol, oui. à peu près 2200 tonnes de terre à l'hectare qui sont parties. Oui, Quand ils partent, ça part sous forme de suspension pour tout ce qui est limon, argile, toutes les poussières. Oui. Ce sont en fait des vents de poussière qu'on voit, ce ne sont pas des vents de sable. Le sable reste sur place. C'est pour ça que le sable augmente avec la désertification. C'est un des indicateurs de la désertification. Le danger, c'est la perte de toute cette terre fertile, on a compris. Des limons, des argiles et surtout de la matière organique qui part aussi. Voilà, donc vous travaillez avec, donc dans les différentes unités où vous essayez d'apporter votre expertise, notamment cette fois-ci, vous vous déplacez à Flou dans ce cadre-là pour apporter votre expertise, pour un peu diagnostiquer l'état des lieux par rapport à nos sols, par rapport à notre steppe. Et donc cette évaluation de ces ressources en particulier a amené le gouvernement à créer le Haut Commissariat du développement de la steppe, n'est-ce pas? Qui lui a amené justement à une réflexion par rapport à la volonté de régénérer tous ces sols et toutes ces zones avec l'aide des APC, c'est bien ça? Oui. Le Haut Commissariat, le HCDS, je vais dire, travaille pour aménager, pour mieux gérer ces terres. Il a à peu près le quart des steppes des hautes plaines. Je ne parle pas des montagnes. Quoique maintenant, le pâturage est passé en montagne. Oui. Pâturage, la dernière fois, on a vu une steppe complètement détruite en pleine montagne. Et la chercheuse qui était avec moi, j'ai vu des larmes sur ses yeux. Ah bah j'imagine. Ouais. Surtout si elle a vu verdoyante à un moment donné de son... Non, de son elle savait que parcours. c'était dégradé, mais là, vraiment, ça a été une surprise. Oui. Même pour moi, ça a été une surprise. D'ailleurs, même le chêne vert, le chêne vert est rabougri complètement. J'ai dû chercher des feuilles pour reconnaître le chêne vert qui était sur ces montagnes près d'Aflou. Et comment faire justement? Comment faire? Eh bien, continuer ce que fait le HCDS en gérant par exemple le pâturage différé et investir l'éleveur n'investit rien, il prélève quand il achète le complément, l'orge, etc. C'est pour compléter ce qu'il y a sur la steppe. Bon, maintenant on en essèche, le même cheptel reste sur la steppe. D'accord. Donc malgré le complément alimentaire, il continue à les sortir sur la steppe pour brouter. Ils disent irta'aw. Irta'aw, ça veut dire il se balade. De l'herbe, il se balade. Même pas brouter. Il se balade, il marche, c'est tout. Là, actuellement, il y a pas. Mais il broute en même temps l'alpha, qui n'est pas broutée pour son côté nutritionnel. Elle est broutée parce que ça donne un aliment de l'Est. Est-ce que ça requiert des investissements? Est-ce que l'État devrait encourager un investissement dans ce sens pour la préservation de ces espaces ou pas? Les investissements, c'est mettre en place ce qui a été déjà fait pour le quart de la steppe. C'est-à-dire le problème actuellement, c'est que les steppes non protégées se dégradent très très vite. Donc il faut Très, très protéger vite. l'ensemble de ce territoire qui s'étale à 15 millions d'hectares, c'est bien ça? À peu près moi je considère la zone la plus menacée, c'est les zones des hautes plaines qui couvrent à peu près, en ajoutant un peu les Mencha de l'autre côté, c'est à peu près 12 millions d'hectares. En tout cas, voilà, j'espère que, en fait, voilà, cette expérience que vous partagerez bientôt avec les acteurs de la wilaya de Biskra, n'est-ce pas? Vous vous déplacez à Aflou. Oui, c'est une station de recherche rattachée au CRSTRA de Biskra. Très bien. Voilà. Donc, voilà, vous agissez un peu comme le médecin, hein. Vous allez diagnostiquer. Oui, on est en train de développer des procédures d'évaluation de la santé de l'écosystème. Oui. On a déjà fait un projet où on évalue pour les parcours gérés par le HCDS, c'était leur demande,
c'est de leur dire, en fonction de la situation actuelle, immédiate, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mouton? Qu'est-ce qu'il y a comme production? Qu'est-ce qu'il y a comme fourrage naturel? Qu'est-ce qu'il faut comme complément? Et quelle est la durée? Mais malheureusement, c'est eux qui choisissent la durée et en moment fixe, alors qu'on devrait pouvoir rééquilibrer tout ça, on l'espère varier, en tout cas, grâce à vos interventions, vous qui êtes sur le terrain. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, M. Ahmed Aïdoud. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Donc actuellement, je suis à la retraite. Vous avez pris votre retraite, c'est vrai. Oui. Bon, ben, c'est pas grave. J'imagine que ça ne s'arrête jamais dans la tête. Je fais de la transmission. Très bien. Transmission d'expérience et de savoir. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Pour ce que vous faites. On a été vraiment ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Et bon voyage vers Aflou. Ouais, merci beaucoup. On parlait de médecine, on parlait de diagnostic. Eh ben, on va parler encore de diagnostic posé par une nutrithérapeute qui a rejoint l'équipe depuis peu. Mais avant, on va découvrir un reportage sur les problèmes de surpoids chez l'enfant. Il est signé Lamia Boudbouda, qui va être notre transition pour la séquence suivante. Restez avec nous. L'obésité est devenue de plus en plus présente dans notre société. Elle ne touche pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. Pour en savoir un peu plus et en connaître les causes, nous nous sommes adressés au docteur Oumnia Linda, médecin esthétique, nutritionniste et membre de la World Obesity Federation. Évidemment que l'obésité chez l'enfant a augmenté énormément ces dernières années et pour cause, la première cause évidemment c'est cette transition économique qui fait qu'on a beaucoup d'alimentation extérieure, beaucoup de fast-food, de junk food et ça c'est le numéro 1 en fait, c'est le déséquilibre entre les apports qui sont très très caloriques, surtout chez les enfants qui mangent beaucoup dehors et la sédentarité en parallèle qui sévit. Les enfants ne bougent pas beaucoup, ne vont pas à l'école à pied comme les anciennes générations. Et donc, ils vont en voiture et ils ont des goûters très caloriques. Donc, le goûter, c'est une des causes les plus importantes chez l'enfant d'obésité parce que tous les jours, on s'arrête devant une supérette, on achète un yaourt qui est sucré, on achète des biscuits qui sont sucrés, on achète un croissant, c'est du sucre. Et dans la continuité quotidienne, ça provoque une obésité systématiquement parce que c'est quand même un croissant est à peu près à 490 calories. Imaginez-vous, c'est pratiquement un repas. En plus, les croissants chez nous sont très, très gros et donc il y a de la farine, il y a beaucoup de beurre ou de la margarine avec de l'huile de palme, etc. Et donc tout ça fait qu'on mange mal, on ne mange pas sainement parce que c'est des produits transformés et aussi on mange très, très calorique. Au fait, une maman qui arrive à midi et qui n'a pas fait à manger chez elle, il est plus facile pour elle d'aller acheter de la pizza dehors, qui fait 450 dinars, que de les faire à un repas avec des légumes ou des protéines, etc. Écran, jeux vidéo sont aussi responsables de l'obésité et du surpoids de vos enfants. Les enfants qui mangent pendant qu'ils jouent à l'ordinateur ou qu'ils regardent la télé, ils vont manger plus que s'ils se concentraient sur le repas à table. Pourquoi ? Parce qu'ils sont concentrés sur des images, donc ils mangent vite. Et ce qu'on appelle la tachyphagie. La tachyphagie, c'est le fait de manger vite. Donc le fait de manger vite, on a une hormone qu'on appelle l'hormone de satiété, la leptine, qui devrait être sécrétée au bout de 25 minutes. Mais si on mange en 10 minutes, on n'a pas d'hormone de satiété, ce qui fait qu'on va manger plus et plus rapidement, et donc on grossit. L'autre facteur important est le sommeil. Son manque dérègle la production d'hormones responsables de l'appétit. Pour le manque de sommeil, dans les dernières recommandations, les dernières études ont démontré que le manque de sommeil chez l'enfant et chez l'adulte aussi provoquait l'obésité plus que le déséquilibre calorique, presque. Pourquoi ? Parce que quand on ne dort pas, on a une hormone encore, la gréline, et cette hormone, donc on a envie de manger le soir. Et évidemment, quand on se veille et quand on a envie de manger, on n'a pas envie de manger des carottes. On a envie de manger du sucre, donc, ou bien du salé. Donc des choses qui ont un goût très prononcé. Soit du chocolat, soit des gâteaux, soit des biscuits, soit des gaufrettes, soit des chips et des pop-corn salés. Et là, c'est l'obésité assurée.
L'obésité est un problème de santé multifactoriel. Et si on a parlé des risques pour la santé infantile, la santé mentale des enfants obèses a plus récemment intéressé les chercheurs. J'ai mis sur mon guide nutritionnel pour adolescents, que j'espère diffuser dans certaines écoles. Ce guide nutritionnel va nous dire qu'est-ce qu'il faut manger, va dire aux enfants et aux adolescents comment il faut manger sans se priver. Parce qu'évidemment, les enfants ont envie de manger du sucre, ils ont envie de manger au fast-food, ils n'ont pas envie de manger à la cantine particulièrement. Donc ce guide nutritionnel va... en fait, je l'ai fait de manière très ludique en m'adressant aux enfants. Alors, tu aimes le sucre ? Ben oui, c'est normal, c'est très bon, tu es jeune, tu as envie de manger un bonbon, tu as envie de manger un gâteau. Mais sur ce guide nutritionnel, on va lui donner la clé pour qu'il puisse manger, au lieu de manger un gâteau avec beaucoup de crème, ça c'est explosif, eh ben, on lui dira, il vaut mieux que tu manges une tarte aux fruits. Parce qu'il y a un peu de crème, c'est vrai qu'il y a un peu de farine, mais il y a beaucoup moins de gras. Donc, il mangera une tarte aux fruits. Au lieu de manger de la limonade, qui est pour moi, vous avez la limonade, les jus industriels, les chips, ça c'est no way. Hein. C'est des conservateurs, c'est des collants et c'est du sucre. Les trois sont cancérigènes. Donc, réfléchissons à ce qu'on donne à nos enfants. L'obésité a des conséquences sur la qualité de vie et le bien-être en général. Pour cela, il est important de la dépister et de la prendre en charge chez des spécialistes. Et justement, qui mieux que les mères vraiment pour gérer ou veiller au grain par rapport au développement de la petite enfance et tous ces enjeux qui entourent notre famille. Et bien sûr, ces mères aussi ont besoin quelquefois qu'on s'intéresse à elles et qu'on s'intéresse à leur bien-être. Et justement, quoi mieux que notre médecin et nutrithérapeute pour en parler, puisqu'elle s'intéresse en particulier à ces femmes, parfois en souffrance, parfois qui ont besoin d'aide mais qui ne se plaignent pas. Il s'agit donc de Saïda Tahir, qu'on a plaisir à recevoir ce matin. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin. Ravi aussi de parler aux personnes qui nous suivent ce matin de vos belles initiatives en faveur de la femme. Merci, moi aussi je suis ravie d'être là parmi vous et merci de m'avoir invitée. Et je remercie toute l'équipe pour sa gentillesse. En fait, c'est pas la femme, c'est la maman, la mère de famille. Oui. La mère de famille, c'est un pilier pour sa famille et c'est un pilier pour la société. Quand la mère, elle va bien, tout va bien. Absolument. Si la maman, elle est malade, toute la famille est malade. Si la mère a un mal-être, c'est toute la famille qui a le mal-être. Et bien sûr, c'est toute la société, parce que n'oublions pas que ces enfants vont sortir de la maison et ce sont des citoyens et c'est toute une société qui est malade. Donc prendre en charge la maman, c'est quelque chose de très important. C'est consolider la famille et consolider la société. Oui. Voilà, donc... Quand il s'agit de femmes actives, de femmes déjà insérées dans la société, qui ont un rôle à jouer, qui travaillent, etc., les choses sont plus ou moins claires parce qu'elles se prennent en charge, elles ont des initiatives en faveur de leur santé. Tout à fait. Mais vous êtes intéressé en particulier à toutes ces femmes au foyer qui, elles, voilà, et surtout démunies. Voilà. Démunies, oui, je me suis intéressée à elles parce qu'en fait, elles sont une majorité, déjà, hein. Et la femme qui est démunie, et qui est à la maison, elle se sent dévalorisée. Donc pour elle, elle ne sert à rien dans la société. Et elle se laisse aller. Et pourtant, son travail est crucial. Élever des enfants. Mais pour elle, elle n'est pas valorisée. Il n'y a personne qui va lui dire « Oh, ce que tu fais est bien. Tu es un pilier. » Il n'y a personne qui va lui dire ça. Bien au contraire, mais tu es à la maison, tu fais rien. Enfin, c'est les réflexions qu'elles entendent. Oui. D'ailleurs, lors de notre réunion, de nos ateliers, c'est la phrase qui revenait. Donc cette femme, elle se sent dévalorisée. Le but, nous, de notre réunion, c'est de la prendre en charge sur le plan santé, mais surtout de lui dire et de mettre l'accent, de lui dire « Tu es la personne la plus importante dans ta famille. Tu es la personne la plus importante pour la société. Donc nous, on a besoin de toi. » Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. En fait, ce qui est vrai. Oui, mais elle a besoin de toi. On a besoin de toi. Réveille-toi, prends soin de toi. Fais des choses pour toi. Tu es la personne la plus importante. Et si toi, tu vas mal,
Ta famille va mal, la société va mal, et nous, on va mal. Alors, hop, réveille-toi. Donc, c'est le petit... surtout que nombre d'entre elles sont cultivées ou... Pas du tout, celle qu'on a prise, c'est pas vous n'avez pas pris cette catégorie? Non, j'ai pas... En fait, il y a certaines femmes qui ont fait le choix de rester à la maison pour élever leurs enfants aussi. Tout à fait. Mais moi, j'ai fait le choix dans ma sélection. Très bien. J'ai choisi des femmes qui n'avaient pas fait d'études, des femmes qui n'avaient pas les moyens. En fait, celles qui sont cultivées, comme vous le dites, elles vont toujours faire une recherche. Très bien. Elles savent ce que c'est le bien-être, donc elles vont le chercher. Mais celles qui ne savent pas et celles qui n'ont pas fait d'études, il faut bien les réveiller. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Et elles ont toutes pleuré. Oui, j'imagine. Quand on a parlé de prise en charge de soi-même, elles ont toutes pleuré. Elles m'ont fait pleurer, moi aussi. Très bien. Donc, elles se sont rendues compte que il y a quelque chose qui n'allait pas dans leur vie. On va vous découvrir justement sur le terrain, de docteur, et c'est dans ce reportage signé également Lamia Boudbouda qu'on va vous découvrir dans ce travail et ces ateliers, et on revient pour en parler davantage. Très bien, parfait. À la salle omnisport de Raïs Hamidou, l'heure est à l'obésité. Une cinquantaine de femmes en surpoids ou souffrant d'obésité écoutent attentivement les conseils de l'experte coach en hypno-nutrition et docteur en pharmacie, Saïda Tahir. C'est pour donner à la femme algérienne la valeur dans la société. Quand on est une mère de famille, la mère de famille qui ne travaille pas, elle se sent toujours dévalorisée. Elle ne sait pas qu'elle est à l'origine du bien-être de sa famille à elle, de son pays et même du monde entier. Quand une maman, elle est heureuse, la famille, elle est heureuse. Et quand la porte, elle s'ouvre, elle donne des citoyens heureux. Réunies grâce à l'association Sharaïn El Amel, ces femmes semblent prêtes à débuter ce voyage vers le bien-être. Mon protocole, il est très simple. D'abord, on va travailler sur les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des médiateurs chimiques qui sont à l'origine de notre déséquilibre ou de notre équilibre, ça dépend. Donc, quand chez moi, la personne elle arrive, je vais tester, je vais voir où sont ces neurotransmetteurs. S'ils sont équilibrés, Allahumma barak. Si elles ne sont pas équilibrées, je vais les rééquilibrer par des compléments alimentaires. Par la suite, on va passer pour rééquilibrer son alimentation. Sédentarité, déséquilibre hormonal, comportement alimentaire, manque de sommeil, stress, autant de facteurs imbriqués les uns aux autres qui influent sur notre poids. Sarah apportera son précieux témoignage. Donc en fait quand on est en surpoids et en surcharge pondérale, on a tendance à se négliger, on ne se prend pas en charge, on s'habille n'importe comment et tout. Et un jour j'ai fait un brushing, il m'a dit une phrase qui m'a donné une claque, il m'a tout simplement dit « Maman, je veux te voir belle tous les jours comme ça ». Et encore cette phrase me touche parce qu'on ne se rend pas compte, on n'écoute pas nos enfants, même s'il a 4 ans. Il a réussi à me donner cette claque et à me dire que je peux être belle, que ce n'est pas perdu et que je peux changer de vie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pris conscience que quand je suis heureuse, mon fils est heureux. Chaque mois, une trentaine de femmes bénéficieront de suivis personnalisés qui commencent par un questionnaire et une pesée à l'impédance-mètre pour évaluer le taux de masse graisseuse corporelle des patientes. De ce pas, elles auront un programme alimentaire adapté et réapprendraient à manger sainement. Le protocole que j'utilise, c'est un protocole qui est connu et qui est utilisé en Europe et même dans les pays anglo-saxons. C'est la chrononutrition. C'est se nourrir selon les besoins du corps à un temps T. Le corps, le matin, il a besoin de protéines et de gras. Donc, comme vous m'avez entendu le dire tout à l'heure, le matin, un morceau de fromage et un peu de pain complet, ça suffit. Les personnes qui sont là, ce sont des personnes démunies qui n'ont pas les moyens. Et elles nous disent, oui, je peux me permettre un œuf
un morceau de fromage, un peu d'huile d'olive et un peu de pain de khubz sha'ir ou là un peu de pain complet. Donc voilà. Et à midi, on a notre assiette, on partage notre assiette en 4. On a un quart de féculents, un quart de protéines, un quart de légumes cuits et un quart de légumes crus. Et le soir, ils font le jeûne intermittent. Rabbi darna siyam ibada ou sihha. Une alimentation équilibrée combinée au jeûne intermittent sont la clé de réussite pour une meilleure santé physique et mentale. Donc, changez d'attitude et votre vie changera. Elles étaient magnifiques, ces femmes. Bah oui, un changement d'attitude pour un changement de vie. C'était plein d'amour, plein de bienveillance. Franchement, je me suis régalée avec elles. Un J'étais atelier baignée qui a dans été- l'été. Ah oui, franchement. Elles ont fini par des embrassades comme si on était des copines depuis longtemps. C'est génial. En tout cas, ça stimule d'être en confiance avec son thérapeute ou alors avec son médecin, parce que c'est 50% un petit peu de la guérison, quelque part, non? Bah oui, c'est pour ça que moi, je suis coach. En fait, mes formations, je ne suis pas que nutrithérapeute seulement. Je suis coach. C'est pour mieux aborder le patient, c'est pour mieux lui parler, c'est pour se mettre à son niveau, pour avoir le langage qui va, le visuel qui va et le comportement qui va. Donc c'est important de coacher parce que en fait donner juste des régimes et donner des explications médicales à un malade, c'est très bien. Mais capter son attention et pouvoir le suivre et le coacher, c'est autre chose. Absolument. Donc d'ailleurs, vous parliez de neurorécepteurs chez la personne vraiment à suivre. Et une fois qu'on a dépassé l'étape de la neurologie, une fois qu'on a dépassé l'étape de la nutrition, certains patients ont peut-être besoin de ce plus que vous apportez également, l'hypnose, entre autres. Mais c'est en parallèle que je le fais. Oui, d'accord. En fait, j'ai le premier entretien qui dure 2h30 quand même, où je fais une anamnèse, c'est-à-dire un questionnaire que je pense au patient pour voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Pas un petit peu, je dis en profondeur parce que c'est une façon de parler. Donc pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et puis une fois que le test de neurotransmetteurs est tombé, on fait une stratégie de rééquilibrage de ces neurotransmetteurs. Après, on fait le rééquilibrage alimentaire et on donne tous les conseils qu'il faut avec un carnet de bord. Je n'ai pas ramené le carnet de bord avec moi, désolé. La personne, elle repart avec un carnet de bord. Et la séance d'après, c'est une séance d'hypnose. La séance d'hypnose, elle va en parallèle avec l'alimentation. On fait une première, par exemple, pour la surcharge pondérale, on fait la mise en place de l'anneau gastrique virtuel, comme si la personne, elle s'est fait opérer. Et elle se retrouve avec un estomac qui a la taille d'une balle de golf. Dans son esprit. Dans son esprit. Ça évite un petit peu le recours à la chirurgie et tout. Et surtout les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens pour recourir à la chirurgie. Donc c'est moins cher et c'est moins agressif, quoi. Donc la personne, elle s'allonge, je la mets en relaxation totale et j'ai un script à dire et je m'adresse à son subconscient. Et on place la mise en place de l'anneau gastrique. La deuxième séance, on fait les addictions. Ça dépend des personnes. Par exemple, il y a une personne qui me dit, voilà, moi j'aime manger, j'aime boire du gazose, j'aime manger ceci. On fait des addictions. Il y a des personnes qui me disent, Anna, je me réveille la nuit et je vide le réfrigérateur. Là, c'est la boulimie. Donc là, je fais la boulimie. Et puis, il y a deux autres ou trois autres séances pour l'ancrage. C'est-à-dire tous les bons réflexes qu'ils ont eus pendant un mois, on va les ancrer par une séance d'hypnose. En tout cas, docteur, vous êtes docteur en pharmacie en fait. Quand je dis docteur, les gens, vous êtes docteur en pharmacie, ce qui ne vous a pas empêché d'enrichir votre panel de connaissances pour aboutir à toutes ces techniques que vous mettez au service de vos patientes. Là, c'était un premier échantillon de dames, donc 50 pour le départ, pour ce premier atelier. On attendait 30, mais l'aventure continue. Oui. Ah non, mais on va la continuer. Il y aura le suivi de toutes ces dames. D'ailleurs, je vais recevoir dans une quinzaine de jours par groupe de 10 au niveau du cabinet. Parce qu'il y a un suivi en fait. Bien sûr pas qu'il une y a un suivi. rencontre. On ne va pas les lâcher comme voilà. ça dans la nature. Parfait. Non, il faudrait qu'elles reviennent et que je vois qu'est-ce qui ne va pas et tout. Peut-être qu'on va en perdre quelques-unes, mais bon, bref, le fait qu'il est là. Et puis, on va refaire aussi une autre opération avec une trentaine et ça va être
30 personnes à chaque fois ça va être fait au moins 4 fois dans l'année. C'est excellent. En tout cas, vous le faites avec le concours d'une association qu'on va citer à la fin de cette séquence, qui vous permet d'être au contact de ces personnes. Pas que l'association, il y a le maire qui nous a mis il y a le maire de Raïs Hamidou que je remercie, qui nous a mis à notre disposition l'espace pour recevoir ces femmes. Il nous a mis aussi à notre disposition le personnel pour nous aider. Franchement, c'est très important quand vous arrivez quelque part et vous voulez faire quelque chose. Il y a d'autres choses qui ont été faites par l'association Sharaïn El Amal. Entre parenthèses, je félicite la présidente de cette association qui est Iman Bogdoua. C'est une jeune fille fabuleuse et qui a des initiatives fabuleuses. Donc, c'est elle qui fait tout le travail. Moi, j'arrive juste, je fais mes présentations. Donc, ça, c'est très important. Et c'était très, très important pour nous de mettre en valeur cet effort et cette réflexion pensée par vous en tant que nutrithérapeute et coach en faveur de ces femmes qui sont vraiment dans le besoin. On est vraiment ravis de vous avoir reçu ce matin pour en parler. Moi aussi, j'étais ravie. Et donc, voilà, la prochaine étape, ce sera pour quand? Pour quelle échéance? En fait, on a dit après Ramadan. On a dit après Ramadan parce que c'est trop proche. Si on les ramène dans un mois, on n'est pas loin du mois de Ramadan. Donc, on va prendre en charge le premier groupe jusqu'après Ramadan. Et après, il faut les rassembler pour travailler sur Ramadan. Ah oui, c'est important. Parce que le protocole est différent pendant le mois de Ramadan. Absolument. Tout est chamboulé pendant ce mois sacré, effectivement, sur le plan tout à fait. Non, ce n'est pas chamboulé. Quand on arrive à se gérer, ce n'est pas chamboulé. Il faut savoir juste mettre la bonne chose dans notre assiette. Comme il a dit Hippocrate, qui est le maître de la médecine et le maître de la pharmacie, votre aliment, c'est votre médicament. C'est-à-dire votre aliment, c'est votre médicament, c'est ce que vous mettez dans votre assiette qui est votre médicament. Merci, docteur Saïda Tahir, d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces conseils et toutes ces précieuses informations qui plairont certainement à certaines dames qui nous regardent ce matin. En tout cas, on a été ravis d'être avec vous ce matin. On va continuer de parler de la santé et sur les paroles sages citées à l'instant. Nous allons parler aussi de la lutte contre le cancer. Hier, rappelez-vous, c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer et aujourd'hui, on en parle à travers le reportage de Rima Lerari qui nous emmène droit à Batna pour visiter le centre consacré à cet effet. Disposant de 240 lits ainsi que d'équipements de pointe, le centre anti-cancer de Batna accueille chaque année des milliers de malades et couvre une vingtaine de wilayas de l'est et du sud-est du pays. Avec ses 11 services pluridisciplinaires, cette infrastructure sanitaire permet une prise en charge optimale des patients atteints de cancer tout en leur évitant les contraintes liées au long déplacement. Nous pouvons effectuer des scanners au niveau de ce centre. Cela permet un gain de temps et d'argent non négligeable. Je suis de Ain al-Beida à Oum al-Bouaqi. Cela fait quelque temps que je suis suivi au sein de ce centre et je tiens à remercier l'ensemble du staff médical pour l'excellente prise en charge. Je ne manque de rien ici. Je suis venue de Tébessa pour bénéficier de mon traitement dans ce centre. J'ai droit à un suivi complet. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades. En 10 ans de service, cet établissement public a pris en charge des centaines de milliers de patients nécessitant notamment un traitement de chimiothérapie ou par radiothérapie. L'État accorde une grande importance à la prise en charge des patients atteints de cancer et ce, grâce à la modernisation continue de tous les centres anti-cancer à travers le pays. Au niveau du centre de Batna, 150 000 séances de chimiothérapie ont été administrées depuis son ouverture. Plusieurs nouveaux services ont été ouverts récemment au sein du centre, parmi lesquels le service de médecine nucléaire qui offre un outil de diagnostic non invasif très performant pour des centaines de pathologies. Chaque jour, nous prenons en charge entre 150 et 180 patients. 1800 patients en moyenne par an. En 2023, nous avons pu recevoir environ 2300 patients suite à la modernisation de nos services et équipements. Considéré comme un important acquis pour la wilaya de Batna, ce centre anti-cancer est une véritable bouffée d'oxygène pour les malades.
C'est également une bouffée d'oxygène qu'on va vous offrir tout de suite avec un brin de poésie. Donc, c'est signé Inès Hayouni, donc, qui est notre invitée ce matin, les poétesses en herbe, ou est-ce qu'on dit poétesse tout court? Poétesse. Poétesse, ça y est. C'est bon, on a dépassé l'étape de poétesse en herbe parce que vous vous êtes lancée dans l'aventure de l'écriture depuis quelques années. Et avec un premier recueil aujourd'hui, vous êtes parmi nous parce que vous êtes passé à la vitesse supérieure avec un second. Absolument. N'est-ce pas? Alors le second s'intitule plutôt Kigaï. Kigaï, absolument. Oui. Voilà, on est ravis de vous recevoir. Vous avez peut-être envie de dire bonjour, non? Oui, ce serait bien pour commencer. On devrait commencer par ça. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je dis poétesse parce que je pense qu'on est tous poètes et poétesses en herbe. Maintenant, on m'octroie le statut de poétesse, je l'accepte volontiers. Mais je pense que la poésie est inhérente à chacun d'entre nous, elle fait partie de la nature humaine. Et elle est présente partout, surtout. C'est-à-dire, même si on ne la compose pas, cette poésie, on l'absorbe, on la consomme, on la vit, on l'apprécie, on chante. Tout est poésie dans la vie. Hein. Absolument. Et il fallait que je me lance dans cette aventure pour le comprendre. Parce qu'avant, j'avais une idée un petit peu rigide de ce qu'était un écrivain, de ce qu'était un poète. Et pour moi, c'était un milieu assez élitiste. On ne se proclame pas écrivain ou absolument, poète. Alors que pas du tout, parce qu'on a tous un vécu. Et on le verbalise, on le communique de façon différente, certes, mais ça reste légitime et très joli. Et dans la mesure où c'est quelque chose qui est bercé par nos émotions. Oui. Ce n'est pas une science infuse, hein. C'est carrément nous et nos émotions, notre vécu, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est ce qui a permis justement la naissance du premier recueil, donc qui s'intitule Métamorphose et qui est paru. D'accord, on va revenir justement sur Métamorphose. Alors voilà, vous avez osé avec ce premier recueil, Métamorphose. Et de manière accidentelle, si je D'accord. Et justement, c'est ce genre d'expériences fortuites qui se révèlent être les plus belles par la suite. J'avais commencé à écrire malgré moi, si je peux dire ça, parce que j'ai jamais été le profil de l'écrivaine chevronnée, c'est-à-dire j'ai commencé à lire à 4 ans, j'ai composé ma première poésie à 6 ans, pas du tout. Donc j'ai été introduite à la poésie au lycée. Donc on avait une matière qui était spécialisée dans l'étude de poèmes et de courants littéraires. Et j'avais été particulièrement séduite par le symbolisme, oui. Donc tout ce qui regroupe Apollinaire, Rimbaud, Baudelaire, de Nerval, et en particulier les poètes maudits, parce qu'ils avaient ce penchant pour décrire le lait. Donc la laideur, c'est tout ce qu'on a tendance à mettre sous le tapis et éviter de regarder trop longtemps, alors que ça fait partie de la vie. Et c'est en regardant ça, c'est en analysant ça qu'on peut ensuite la rendre jolie. C'est ce qu'ils font à travers des vers, des méthodes stylistiques, des métaphores qu'on aime et qu'on apprécie. Oui, et ça correspond totalement à Métamorphose dans la mesure où c'était aussi votre exutoire un petit peu pour évacuer un deuil personnel. C'est ça. Donc au début, quand je lisais, je me suis dit mais c'est magnifique d'avoir ce pouvoir de redorer les malheurs les plus férints de la vie. Je me rappelle un poème qui m'avait marqué particulièrement, c'était La Charonne de Baudelaire, et c'était tellement beau qu'on avait l'impression qu'il décrit ça bien-aimé, mais à la fin, avec la chute, ce qu'on appelle la chute, on voit qu'il s'agissait d'un mort. Donc j'avais gardé ça inconsciemment dans un coin de ma tête. Et plusieurs années après, les tragédies nous rattrapent dans la vie, c'est inévitable. J'étais confrontée à la mort de mon père, et c'était un pilier pour moi, c'était la personne que, voilà, un repère parent, plus qu'une figure paternelle. Exactement. Donc après sa mort, j'étais déboussolée, comme on peut l'être. J'étais très jeune aussi, j'avais à peine 20 ans, 21 ans. Et je ne voulais pas accabler mon environnement plus, parce que c'était un deuil collectif. Oui, bien sûr. Donc je me suis mise à écrire et c'était une sorte d'exutoire, de catharsis pour vider vraiment. Donc j'écrivais sans réfléchir et je mettais dans le tiroir. Et par la suite, je reprenais mes écrits et je me suis dit, ah tiens, c'est des poèmes. Oui. Et sur le moment, je n'avais pas percuté. Mais a posteriori, maintenant, je peux dire que j'avais repuisé dans mes souvenirs. Et à travers, justement, la poésie, j'ai essayé d'enjoliver la chose. Parce que le deuil, c'est très compliqué, c'est complexe, c'est lourd. Donc, on est submergé par un capharnaüm d'émotions qu'on ne comprend pas. Donc, j'ai essayé de mettre sur papier chaque état d'âme. Et j'écrivais tous les jours. Et c'était très sinusoïdal. Et c'est très déroutant parce que le deuil, ce n'est pas linéaire. Donc, un jour, on peut se réveiller, on va très bien. Le lendemain, on est accablé par la souffrance. Et inversement, et ça continue comme ça.
Donc j'avais mis tout ça sur papier et à un moment donné, j'avais du mal à ouvrir mon tiroir parce que ça se remplissait. Donc j'ai pris toutes les feuilles et je me suis dit, ah ben quand même, il y a de quoi partager. Donc j'avais commencé avec ma famille. J'avais lu ça à ma maman, à mon frère. Ils m'ont dit, Inès, c'est joli, pourquoi tu ne partages pas ça? Mais je me suis dit, non, mais c'est beau parce qu'on connaît la personne. Voilà. Mais... Et vous pensez que c'était trop personnel pour être partagé au départ. Oui. Mais après, bon, avec ces encouragements, vous l'avez publié. Oui, mais ce n'était pas par pudeur, mais c'était plus, je pensais que ça allait intéresser par personne, en fait. Ça n'allait pas intéresser grand monde. J'ai commencé par Instagram. Donc, je partageais sur les réseaux. Oui. Et je voyais que j'avais 2-3 likes et pour moi c'était vraiment magique que ça s'est pu parler à 1 ou 2-3 personnes, c'était formidable. Et après j'avais compris que si moi-même je pouvais être touchée par la poésie des autres, pourquoi est-ce que ma poésie ne pouvait pas toucher quelqu'un? Donc à un moment donné, mon entourage, mes amis, mes collègues aussi au travail m'ont dit, Inès, pourquoi tu n'en ferais pas un livre? Parce qu'ils aimaient ce que je publiais sur Instagram. Je leur ai dit pourquoi faire déjà. Je ne suis pas écrivaine. C'était vraiment très loin de. C'était vraiment ce que vous décriviez tout à l'heure. Vous vous sentiez vraiment loin de tout cela, mais pourtant, voilà, vous avez osé le faire. Et Métamorphose est sorti, mais à compte d'auteur, parce que vous l'avez autofinancé, ce premier recueil de poésie. Et curieusement, le lectorat s'est identifié à ces poèmes qui pourtant allaient sur la fibre ou la corde justement de la douleur. Et c'était très étrange parce que, bon, au début, je ne voulais pas publier. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai contacté les maisons d'édition. J'ai fait une liste exhaustive de toutes les maisons d'édition sur le territoire national et c'était une réponse unanime, c'était un non catégorique. Donc, on ne va pas vous prendre en charge parce que la poésie ne se vend pas. C'est un argument qui revient très souvent. Parce que voilà, les primo-écrivains peinent aussi à publier, on va dire les choses clairement. Donc je me suis dit, je vais le faire par moi-même, mais si je le fais, ce ne sera pas uniquement pour dire oui, j'ai un livre. Je veux que ça ait un impact tangible, humblement bien sûr. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Il faut savoir que mon papa est décédé des suites d'un cancer. Donc je l'ai accompagné, j'étais sa garde malade dans les hôpitaux et je sais que les gens manquent de beaucoup de choses. Donc je me suis dit ce sera à but non lucratif et c'était ma force motrice. Oui, donc voilà, tous les bénéfices ont été déversés à des personnes atteintes de cancer. C'était une forme aussi de sadaqa jariya, Inch'Allah maqboula. Inch'Allah, amin. Donc je me suis dit voilà, ce sera mon plan et c'est ce qui m'a permis de faire les choses par moi-même alors que j'étais étrangère à ce monde. Et je me suis dit, quand on contacte les imprimeries, ils nous disent il faut quand même un nombre important de livres, on ne peut pas imprimer une vingtaine. Donc je me suis dit, mais je ne connais pas 200 personnes, comment je vais faire? Donc je suis partie sur les réseaux. Et pourtant. Et le lectorat était là et les Algériens font toujours preuve d'un soutien incommensurable dans ce genre de circonstances. Le soutien de ce lectorat justement qui a été acquis, séduit dès le départ, vous a encouragé à aller vers une autre aventure, celle du second recueil de poésie, sorti en 2023, présenté dans le dernier SILA, Salon international du livre, donc Ikigai, donc avec un nom très insolite dont on parlera dans un instant après une petite lecture. Voilà, tout le monde est curieux de découvrir au moins un petit extrait de poème. Alors allez-y. Vous voulez que je lise du premier ou du second? Comme vous voulez. Hein. Bon, je vais vous lire le dernier. Allez, on donc, y va. Ce poème s'appelle Orani. Tu es tombé amoureux sans me prévenir, des ruelles d'une ville dont j'ai entendu parler. Tu es tombé amoureux sans me le dire, des vagues oranaises au ressac modéré. J'espère que ces vagues arriveront à m'emmener vers ce que mon cœur désire, car il en a marre de chavirer. Mon cœur réinvente à chaque saison son devenir, mais il aimerait auprès de toi rester. Ô belle Oranie, pourrons-nous un jour nous unir, ou bien dois-je déjà changer à mon aller? Pourtant, il reste tant de secrets que je dois découvrir et tant de beauté que je dois encore admirer. Maintenant qu'il t'a connu, mon cœur ne voudra jamais partir. Est-ce que toi aussi, de moi, tu comptes un jour te séparer? Est-ce que cette ville ne restera plus qu'un lointain souvenir, alors que j'aurais tant voulu pouvoir à vie m'y abandonner? Voilà, donc on passe du deuil dans Métamorphose vers Ikigai avec une célébration pratiquement de la vie et une exacerbation de la beauté de manière générale. Absolument, donc c'est deux registres complètement différents, mais le premier recueil m'a
aidé à comprendre que la poésie marchait. Parce que il faut savoir que le recueil de poésie ne se vend pas de la même façon qu'un roman. C'est-à-dire que avant tout, la poésie, c'est un art oratoire. C'est vraiment ce qui permet de créer de la communion. Quand je faisais mes récitals de poésie, j'avais plus l'impression que c'était des groupes de paroles où chacun venait déverser ses peines, vraiment. Je le disais bien, le lectorat s'est vraiment identifié à tout ça. Oui, et il y avait un besoin. Il y avait un besoin justement de renouer ces liens. C'est ce que j'ai essayé de créer avec ce second recueil. Parce que moi, j'avais fait le premier, je me suis dit, OK, mission accomplie, je suis repartie vaquer à mes occupations. Et les gens me disaient, Inès, où est le second? Et j'ai été contactée par des maisons d'édition. C'est comme ça que j'ai pu faire le second. Et c'est une célébration de la vie. Ils ont dû se dire, allez, on a raté quelque chose. On va se rattraper sur le second. Oui, et donc c'est quelle maison d'édition? C'est la maison d'édition Al-Robiya que je tiens à remercier parce qu'elle a vraiment été d'un soutien aussi très touchant. Et très peu de maisons d'édition prennent en charge les recueils de poésie. Et d'ailleurs, c'est une sorte de manifeste, j'aime dire que c'est du militantisme pour la poésie, pour redonner à la poésie algérienne la place qu'elle mérite. Très bien, donc c'est cet éditeur, Al-Robiya, qui vous a encouragé à aller de l'avant. Et qui on peut en parler quand même avec un peu plus de détails parce que c'est inspiré quand même d'une autre culture que la nôtre. Oui, donc il faut savoir que déjà pour retracer un petit peu, la poésie, je vous disais tout à l'heure, elle est partout. Donc la poésie est un art oratoire et l'oralité a été le premier moyen de communication de l'humain. Oui, absolument. Donc, dans toutes les cultures du monde. C'est ça, donc pour délimiter un territoire, pour alerter d'un danger, pour créer des tribus, etc. Donc c'était des pour sons. Séduire, pour se marier chez les Touaregs, chez nous, par exemple. Donc par la suite, donc à l'époque médiévale surtout, les poètes avaient un rôle primordial au sein de la société. Donc c'était ceux qui étaient chargés de porter la mémoire collective, de partager les leçons de vie. On avait les Ayad en Grèce, les griots en Afrique de l'Ouest, les Gouel chez nous. Donc il y a vraiment une responsabilité identitaire, historique et culturelle. Et je me suis intéressée un petit peu à l'Asie parce que j'en avais marre de consommer de la littérature eurocentrée. Et le Japon était un bon point d'entrée parce que c'est une culture qui est singulière mais aussi qui est accessible. Et avant de plonger dans la littérature, j'aime bien revenir à l'histoire pour comprendre un petit peu le pays. Et il y a une période historique qui est très intéressante qui s'appelle la période Heian, Heian qui veut dire paix en japonais. Donc c'était une période de paix au Japon qui a permis une grande production artistique et littéraire. On a d'ailleurs un héritage littéraire très important comme le Genji Monogatari. Donc le premier roman psychologique de l'histoire de l'humanité qui a été fait sous forme de poésie, donc de 800 poèmes. Et la poésie était au centre de tout, c'est-à-dire qu'elle remplaçait les mémorandums de la cour impériale, les politiques utilisaient de la poésie pour convier les règles exactement. Pour s'affronter, on dira, c'est ça. En politique. Et donc ça a remplacé aussi les demandes en mariage, tous les décrets officiels. Et même les guerriers, avant de rentrer en combat, ils balançaient quelques vers avant. C'est bien ça. Donc ils célébraient la vie et je pense que ça manque aujourd'hui. Et mon premier recueil traitait d'un sujet assez extrême, quand même le deuil. Je me suis dit, mais Inès, si tu peux écrire uniquement quand il s'agit d'euphorie ou de tristesse extrême, c'est pas bien. Je suis sûre qu'il y a un juste milieu qui mérite d'être célébré. Donc je me suis lancée pour défi de retracer une année de ma vie et de célébrer absolument tout. Donc j'aime dire qu'ikigai, ça aide à retrouver la beauté dans la banalité et de rendre éternel à travers la poésie moment qui de est la éphémère. Vie. Exactement. L'éphémère devient éternel et aussi ça donne de la valeur à chaque instant dans cette vie qui est à vivre et à apprécier. Effectivement, la vie est belle. Hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, Orani, c'était pour rendre hommage à un endroit que j'avais visité, par exemple. D'accord, l'Orani. Oui, parce que c'est un endroit... Hein. Oui, on a aussi un héritage très important avec le Melhoun. Et la poésie, même en Algérie, le poète a joué un rôle très important. Si on prend par exemple un poème de Ben Smir qui date des années 20, qu'on reconnaît à travers la chanson actuellement Biyadak al-Mour, qui parlait de la répression coloniale de l'époque, où il décrivait justement tous les Algériens qui ont été déportés à Cayenne en Nouvelle-Calédonie, donc c'est très important. Très profond, effectivement, c'est une très belle
poésie. En tout cas, c'est bien que vous puissiez l'apprécier à sa juste valeur et nous le rappeler. En tout cas, le Melhoun qui sera classé prochainement. Donc, il est en voie de classement dans le patrimoine universel de l'humanité et on l'espère, en tout cas, on espère l'aboutissement de toutes les démarches qui ont été entreprises dans ce sens. En tout cas, on est ravis que la relève soit là. Merci. Qu'après un Ben Guitoun, qu'après justement un Lakhdar Ben Khlouf, on a aujourd'hui Inès Hayouni, donc un nom à retenir. Voilà, elle a son actif déjà 2 recueils de poésie, on les a cités il y a un instant. Métamorphose était le premier. Et puis aujourd'hui, elle a sorti donc en 2023 Ikigai, donc, dont elle nous a donné toute la philosophie il y a un instant. C'était vraiment très bien envoyé. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci à vous. Bon vent pour la suite. Merci. Bon vent pour vos études, parce qu'elle est encore étudiante en langue étrangère, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Langue étrangère appliquée. Merci infiniment. Merci à vous. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Avant justement de recevoir l'invité suivant, je vous propose une virée guidée par... Ah non, on va parler d'autre chose. Finalement, la virée est retenue pour plus tard. Nous allons aller droit vers un projet très important pour la ville d'Alger, réaménagement de Oued El Harrach. Lancés en 2012, les travaux d'aménagement de Oued El Harrach touchent à leur fin. D'une longueur de 67 km, dont plus de 18 km ont été aménagés, ce cours d'eau constitue un élément majeur du réseau hydrographique de la capitale. Sur 18,2 km, il ne nous reste que 1200 mètres de Oued El Harrach à aménager. Les travaux en cours concernent principalement la finition des installations hydrauliques. La prochaine étape consiste en l'aménagement qui nécessite la mobilisation d'environ 500 travailleurs qualifiés et encadrés. Travaillant à un rythme accéléré, les équipes composées d'une main-d'œuvre algérienne hautement qualifiée font de leur mieux pour que ce projet soit livré dans les délais impartis. Nous nous engageons à réaliser ce projet conformément aux normes techniques requises. Notre équipe est constituée de compétences algériennes, comprenant des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs électrotechniques et des techniciens supérieurs spécialisés en topographie. Il est nécessaire de sensibiliser toutes les entreprises industrielles situées aux abords d'Oued El Harrach quant à l'importance de mettre en place des installations de traitement des eaux usées. Auparavant, la compagnie spécialisée dans la production de sacs en papier déversait ses eaux usées dans Oued El Harrach, polluant ainsi la mer. Nous avons donc adopté un système de traitement des eaux industrielles pour les purifier. Nous avons mis en place une station industrielle chimique pour filtrer l'encre et l'éliminer afin que l'eau soit pure et écologiquement inoffensive. Jean-Champ Oued El Harrach, cet espace récréatif attire les passionnés des randonnées et du sport et de tous ceux en quête de détente au cœur de la nature. Plusieurs familles viennent passer du temps dans cet espace vert. Même les sportifs préfèrent s'entraîner ici pour leur championnat. Avant, il était impossible de se balader ici. Maintenant, nous venons en famille chaque week-end pour nous oxygéner. Nous avons pour mission de maintenir le site en veillant à l'entretien des espaces verts et de toutes les installations présentes sur les lieux. De plus, nous animons les espaces afin de les rendre attractifs pour les visiteurs. Doté d'installations sportives et de loisirs, ainsi que des étendues vertes considérables, en plus des ponts reliant les rives, ce projet se positionne comme un pôle touristique et urbain redéfinissant le paysage de la capitale. Voilà, de retour sur le plateau avec d'autres invités qui viennent de me rejoindre. On va les présenter tout de suite. Il s'agit de Madame donc Amina Ziri, d'abord une habituée de l'émission. Donc, bonjour Amina. Bonjour. Ça va? Toute belle avec le rouge. Ah bah vous êtes aussi belle aujourd'hui. Ça va? Vous allez bien? On se lance les fleurs nous le matin. Hein. C'est comme ça que ça se passe, mesdames. Alors Madame Chahira, vous êtes aussi Chahira, pardon, j'ai perdu ma feuille. Chahira Kouider. Donc vous êtes la présidente de l'association Tahaddi.
qui s'occupe de la femme au foyer, essentiellement. On est ravis de vous recevoir ce matin. Vous êtes accompagné d'une dame élégamment habillée que vous allez nous présenter. Oui, c'est une des mannequins qui participe à l'Unjet Mzghanna. C'est le Miss Alger Centre. Très bien. On parlera de ce concours de beauté, mais qui n'est pas seulement un concours de beauté, vous allez nous le dire certainement. Le temps de dire bonjour à monsieur, parce qu'on a commencé par les dames. Vous n'êtes pas contre, n'est-ce pas? Donc, monsieur Chala, bienvenue. Donc, c'est Amina Zeri qui va vous présenter, je préfère. Donc, bonjour à tous les téléspectateurs en Algérie et ailleurs. Donc, c'est Mohamed Chala. Mohla artiste pour les intimes, on le surnomme ainsi. C'est un passionné de nature, il est natif d'Alger. Il a eu cette chance de sillonner tout le territoire national algérien. Un beau jour, il tombe amoureux d'une belle région Boucheral. Il n'y avait pas une belle dame avec, non? Il y avait juste la belle région. Donc, l'une des plus belles villes côtières en Algérie, qui se situe à proximité du village à Oued Goussim, dans la wilaya de Chlef. Il décide de s'installer et en ce moment, il fait un travail remarquable pour promouvoir cette très très belle ville d'Algérie. Sincèrement, moi, je considère que la plus belle ville au monde, elle est fantastique, elle est belle. Donc, il s'est installé. Vous avez vraiment donné envie de la découvrir, hein, madame oui. Elle est à Cherchel, pas loin d'Alger. D'accord. Donc, c'est une très, très belle ville. Donc, Mohamed Chala, c'est notre invité ce matin pour parler justement de... Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette région? Pourquoi vous êtes tombé amoureux? Parce qu'elle a des endroits vraiment, c'est-à-dire naturels, des endroits qui sont vraiment sauvages. الناس مازال ما ديكوراوها مليح et on a. C'est tant mieux pour les riverains, ils en profitent. Hein. Oui, ils ont de la chance. La diversité اللي فيها يعني واش يمد زعما ستادير لا مونطان واش كالدون لا مونطان اي لا مير لا فايلز لا مير اي بور سيت كومبليسيتي جي في بوكو دو درت بزاف حوايج ستادير دي بريباراسيون هكذا دي حوايج في الكولينير. D'accord. C'est des idées. Pendant que vous parliez, je vous dis pas, l'odeur du poisson m'a un peu chatouillé tu vas nous donner ton dans un avis, petit instant. tes impressions à chaud. Oui, d'ailleurs, dans beaucoup de régions de l'Ouest algérien, les gens préfèrent, c'est-à-dire consommer et manger le matin des plats à base de fruits de mer. Des fruits de mer, c'est quand même exactement, ils sont très très bénéfiques pour la santé. Et après, à midi, ils prennent leur petit déjeuner. Donc, c'est vrai que Cherchel, on le rappelle aussi, c'est comment dire, c'est à côté d'une belle montagne qui permet justement d'avoir les plus belles, les herbes vraiment aromatiques magnifiques. Exactement, exact. Justement, parlons de l'art culinaire. Mohamed, il est aussi, c'est un cordon bleu. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de goûter ces plats délicieux. C'est un passionné aussi d'art culinaire. En ce moment, il passe son temps à créer des plats, des recettes à base de fruits de mer, bien sûr avec une touche traditionnelle algérienne, toujours les traditions inspirées de la nature de la région qui est sublime, qui est extraordinaire. Donc avec des produits, des ingrédients bio et naturels. Exactement. Donc Mohamed va nous parler justement de ce plat. Ce plat à base de la semoule de l'belote. Ça c'est du gland, c'est الشجرة تاع البلوط. كيفاش يعني يقدروا يديروا منها يديروا شغل قريب الكسكس. Ils roulent un couscous avec le gland. نقولوا احنا طعام الكحل الاسود. جاتني ليدي pour faire un plat اللي il correspond ولا il marche avec les avec les fruits de mer, une combinaison. Bon, c'est-à-dire avec le calamar, la sipia, le poulpe, c'est des poissons qui ne sont pas chauds, j'ai fait une complicité entre les deux.
ça a vraiment donné يعني c'est un plat بلا ما نقولوا بنين مي original on dirait. Original et bénéfique pour la santé parce qu'il a même surtout bénéfique pour la santé. Il a même utilisé le kabouya. Oui, non, la citrouille, qui est très très bénéfique pour la santé justement. Et tu vas goûter en direct. où est le problème? بسم الله سمحوا لنا مشاهدينكم بالجنة. بلا زيت هذه ما كاش زيت. Ah bah c'est très gentil. Le temps qu'elle fasse le service, on revient à vous, Madame Kouider, pour parler de Lounjet Mzrenna, donc un concours en faveur de la femme qui met en relief tout son talent, toute sa beauté. Et donc voilà, vous allez nous parler, c'est une première édition de ce concours, n'est-ce pas? C'est la première édition, oui, parce qu'on a eu l'idée, puisque c'est une association qui s'intéresse au patrimoine algérien, les coutumes, les traditions, tout ce qui suit. Donc c'était l'occasion de faire l'Ounjet Mzrenna, premièrement pour désigner la Miss d'Alger, ou d'un autre côté donner l'image حفة مزغنة. Donc la mise pendant une année, elle va être شغل السفيرة تاع les Algéroises. D'accord. C'est ça le l'objectif. savoir-faire algérois. Voilà. Donc la vie citadine algéroise. Oh, bah, c'est pour moi. C'est pour toi. Allez, je vais tester avec plaisir. Je vais prendre une petite cuillère. Vous m'excusez, madame, c'est direct. Voilà, mais je ne sais pas comment je vais faire avec une cuillère. Mais pour information, c'est-à-dire هذا الطعم اللي ياكلوا اللي عنده السكر ما يخافش كامل. يجي ياكل diabétique donc diabétique très bien. قولي لنا رأيك هكذا. يقدر ياكل واش يحب mais C'est un goût particulier. Oui. Peut-on savoir quels sont les fruits de mer que tu as utilisés, Mohamed? J'ai fait le calamar. D'accord. Et j'ai fait le sipia et le poulpe. Ces trois, on l'appelle, c'est des poissons à fibres. Qu'ils ont les fibres. Les fibres qui sont bénéfiques pour le corps humain. Oui, pour la santé. Et aussi les grands l'autre Justement, les gens de l'Ouest algérien, qu'on salue de passage, ils utilisent beaucoup le ta'am al-khal. Entre autres, le hammoum, qui est vraiment très populaire dans la région de Chlef et notamment dans toutes les régions de l'Ouest. Ta'am al-hammoum, اللي يحطوه في المطمورة ويحطوه يدفنوه مدة طويلة. C'est يعني كيفاش نقول لك il est magique, surtout pour les gens qui ont des problèmes gastriques. Il est à base de graines? Non, c'est sha'ir. Sha'ir, donc sha'ir c'est une graine, non, c'est pas sha'ir, c'est le qamh. C'est le qamh. Donc يطموه justement بالشعير. et كيفاش نقولوا يديروه في الارض، يحطوه في الارض، يدفنوه في الارض. Il le laisse pendant une semaine ou 2 semaines. Après, il l'utilise souvent avec des herbes de la région, c'est-à-dire le halhal, na'na', zatar. Et il est bénéfique pour les gens qui ont eu des cancers. Qui ont eu des cancers. Et il y a des médecins en ce moment qui font des recherches justement sur ces plats traditionnels. Exactement. Combien exactement. Nos ancêtres كانوا ياكلوا ils mangent ça avec يعني بعفوية ياكلوا يعني حاجة. Mais دوكا maintenant الناس tellement يعني sont مرضوا بزاف من الماكله هذه تاع كيما قلت الدياليسيك هذه اون روتورن سي نوتر سي نوتر بلا يعني تاعنا مي انا حبيت جي في ان كومبليسيتي حبيت ندير دي ريشيرش ولا اون ايدي c'est-à-dire هذا لو كسكس باش يندار كيما حنا نسمعوا حنا براك بالزيتون قاعدين غير براك بالزيتون وكأن البراك غير بالزيتون alors que non on essaye une chose avec une chose oui واش يمد لنا الجبل واش يمد لنا البحر
on essaie de faire une recette اللي تكون فريمون تكون بينيفيك لا سونتي تاع الانسان. هذا هو يعني الاخر تاعي اللي J'aime bien vos regards qui se croisent parce que vous êtes des passionnés du patrimoine tous les deux et vous le comprenez parfaitement, hein, Madame Rouidel, vous le recevez 10 sur 10. D'ailleurs, l'association s'intéresse à tout le patrimoine, y compris les concours culinaires, les concours de gâteaux, donc c'est notre domaine. Donc, où justement, parce qu'on a une diversité très grande et voilà, on a une diversité, une très grande très diversité. Belle photo qui montre un petit peu vos réunions habituelles. Le Bastion 23, donc on s'intéresse à tout ce qui est les traditions avec qu'on doit mettre en valeur. Et علاش المرأة qui était في البيت نقولها كل وحده يسافر لهذه الثقافة اللي راح تترانسميتيها من génération en génération. Très bien. Voilà. Très bien. On va parler voilà, de votre participation. Comment vous avez entendu parler du concours? Elle est timide, elle est belle en tout cas. Voilà, en tout cas, vous êtes très bien habillée. J'imagine que vous mettez en relief aussi à travers ce concours tout le savoir-faire de l'Algérienne, de ces brodeuses voilà, qui travaillent de concert avec des couturiers vraiment qui évoluent dans ce domaine du stylisme. Voilà, donc l'événement, ما راحش يكونوا juste le côté beauté. Les tenues algéroises, les bijoux algéroises, خيط الضوح, on va tout mettre en valeur. القعدة, la façon de, يعني c'est le tout. Donc على بها حبينا حنا قلنا ماشي juste mannequinat كيما كاع les autres événements. Non, c'est une image de l'algéroise. D'accord, voilà. Y compris les valeurs qu'elle véhicule, cette algéroise. Et donc, quels sont les critères de choix et comment est-ce qu'on peut gagner ce concours face à un jury donc, que vous avez sélectionné? Le côté physique, ça joue un rôle, bien sûr. Il faut avoir de l'élégance, de l'allure. Oui, en plus de ça, il y a aussi le côté de représenter l'algéroise. C'est toute une image qu'on doit compléter. Donc, quand il y a un questionnaire qui nous donne les jurys, les candidates, on a le passage, la démarche, le physique. Le membre de jury, le styliste Kamel Cheras qui était présent, une représentante de la coiffure, c'était celui de Wifi. كان معنا لو كوتش سيدو وكانت معنا اون ميس كانت ميس ماسا اللي elle a eu déjà elle a vécu l'expérience donc في الدومين تاع المانكينا كامل عطاو لي نوت تاعهم باش سيليكسيونينا لي 6 Les 6 finalistes sont connus maintenant. اللي راح يكونوا ان شاء الله prochainement في l'événement prochain. Donc l'événement aura lieu quand et où? احنا راح نديرو le 8 mars à l'occasion de la fête de la femme. Voilà, درنا sur Facebook l'événement en ligne pour l'avis تاع اللي راهم يتبعونا sur la page ودوكا راح تكون لا فينا ان شاء الله في le 8 mars. Espérons ان شاء الله تكون une bonne initiative. Vous voulez dire que les personnes qui vont sur votre page en ligne peuvent aussi influencer la décision par rapport à bien sûr parce que درنا l'événement sur ligne pour le vote. شكون اللي عجبتهم اللي في اللي راهم très bien finalistes. Donc vous tenez compte de l'avis du public mais bien aussi celui du jury donc combiné ça donnera notre Miss Lounja. Lounja مزغنة. Lounja il faut le dire Lounja بنت الغول. Voilà. C'est un conte populaire très connu donc voilà c'est le symbole de la beauté. Lounja بنت الغول le symbole de la beauté ومزغنة c'est Alger Centre. Absolument donc vous avez combiné encore un élément de notre héritage un conte populaire bien d'ici qui parle de la beauté de cette femme fille d'un ogre. C'est ça. Voilà. Donc Lounja sera connue prochainement le 8 mars prochain. Donc entre autres activités, j'imagine que c'est pas la seule activité de l'association Tahadi. Non, c'est pas la seule activité parce qu'on s'intéresse à tout. يعني déjà maintenant pour le 8 mars راح يكون كاين des concours culinaires, des concours de gâteaux وين راح هما تاني les gagnantes راح يتكرموا le jour تاع الحفلة تاع le 8 mars. Donc on va promouvoir la femme في كاع les domaines تاع les couturières qui vont participer اللي راح يلبسوا كيف راح يتكرموا parce que قلت لك la femme algérienne elle est très douée ou justement quand on parle de défi de femme le défi c'est de prouver que la femme qui a choisi d'être à la maison
maison, c'est une femme artiste, c'est une femme qui peut donner, qui a du talent. C'est pas juste une femme qui est مسكينة قاعدة في الدار. On en parlait tout à l'heure avec notre coach, donc Madame Oui, Tahir, justement, elle le disait si bien que ce sont vraiment des piliers de la société. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un dicton, ou je ne sais pas si c'était pas un poème, parce que vous êtes plus comment dire, plus versé sur la langue arabe. إذا عددت شعبا إذا أعددت لا الأم مدرسة. لا الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. Voilà, c'était bien dit. Ibrahim, c'est Moi, le je grand savais poète. que c'était plein de sens, mais je ne me rappelais plus de l'ordre des phrases. Exactement. Et Merci, quand on est heureusement en que tu es là, direct. Amina. Donc voilà, je l'ai reçue plusieurs fois, Madame Cludel fait un travail fabuleux c'est-à-dire aider la femme dans les différents domaines. Et هي تقول مكيثة في البيت. Moi, je dis toujours qu'elle n'est pas مكيثة في البيت parce que cette femme, c'est elle qui emmène les enfants le matin à l'école, c'est elle qui fait les cours, elle fait tout, la femme. Oui, à l'intérieur et à l'extérieur. Exactement, il faut dire que l'homme algérien, il est démissionnaire. Il travaille, il ramène de l'argent. Voilà. Donc, pardon pour tous ceux qui font plus. Exactement. Il y en a, Dieu merci. Mais tout en étant à la maison, elle peut faire beaucoup de choses. C'est des femmes qui ont créé leur propre entreprise. Et actuellement, il y a des femmes qui travaillent à la chez maison. Avec l'aide de l'État, bien sûr, l'ONGEM, l'ONSEJ. Et je trouve ça formidable parce qu'elle a les moyens aussi pour apprendre, pour faire des formations, que ce soit dans la cuisine, dans la couture, les travaux manuels, aussi la maçonnerie. La dernière fois, j'ai vu des femmes qui font de la maçonnerie. La mécanique, de la mécanique, et ils ont réussi. Donc, je crois que au contraire, c'est une Monsieur Chala va se sentir un peu exclu de ce discours. Mais on va revenir à vous. Et dites-moi donc, l'art culinaire accompagne les visites touristiques que vous organisez, parce que vous êtes guide en même temps quelque part. Bien sûr, madame. Donc maintenant, يجوا لي touristes يجوا en Algérie هنايا واش راح تعطيهم واش راح توري لهم كاسكو تعطي لهم تولي لهم اون صالاد هكذا فيها المايز فيها الاخر ما يفو لازم تعطيهم لا روسيت الجيريان تيبيك باسكو عندنا التيروار تاعنا عندنا وكان ما عندناش نقولوا عندنا البحر تاعنا الله يبارك عندنا الجبل تاعنا الله يبارك ونا هاد لا ديفيرسيتي هذه تاع لا ناتور تاعنا اللي مومون دوني ما خلاتناش ماشي هي ما خلاتناش حنا ما افونسيناش. On l'a pas exploité comme il faut, effectivement. راك تشوفي مثلا دوك هاد لا روسيت هذه. Ils vont repartir avec de belles saveurs, comme moi. هاد لا روسيت دوك مثلا دوكا يقدروا بالك على شهر ولا تصيبيها في نوتر شان في بلاد واحده اخرى ولا في. Oui, parce que les chefs à l'étranger recherchent cette authenticité, cette originalité. Oui, ils ont pris le maratib الاولى sur ils ont été classés depuis pas mal d'années. ياخذوا ومن بعد يشبروها هذيك الحاجه ويولوا ينسبوها لهم كوم دوطر بوك تشوز ميم في اللبسه في الاخر سي لا ميم شوز ليسونسيال حنا ليسونسيال دوك ماتنون سي دافوار دي زيدي واحد يكون عنده افكار باش يقدر يمبروفيزي اون ريسيت دابور اللي اوريجينال دوزيامون اللي يعني كوتي سونتي تكون عندها حاجه منفعه في لا سونتي تاع بنادم سي سا اون ريسيت ولا نديروا اون ريسيت افيك دي برودوي بوازوني ولا حاجه هكذا ما سي با يعني احنا ماذا بينا نديروا اون في لا شوز اللي عندنا تاع مثلا نعطيك انفورماسيون كو نوتر كروفيت اللي ماشي بارمي نقدر نقول لك لا ميور كروفيت او موند نوتر كروفيت لا كروفيت تاعنا الوايا بوكو دو بواسون اللي Et à Cherchel, elle est très abondante. ماشي غير كذا ونا البواسون تاعنا ويتباع في نقول لك ما ينحطش ميم با في طوابل في اون فرنسا ولا اون بلجيك يروح غير لي غرون وعلاش حنا لا كروفيت وعلاش لي اسبانيول يديروا لا كروفيت تاع الاسبانيول وعلاش لي ايطاليان يديروها وعلاش ما نديروهاش على الجيريان نخرج نوتر كروفيت ونديروها اون ريسيت على الجيريان سي لي alors moi je vous dis monsieur Mohamed Chala à vos fourneaux, à vos ustensiles,
sortez-nous une belle recette et on la présentera avec vous. Oui, oui, c'était très bon. Moi, j'adore les fruits de mer. Et j'espère que vraiment beaucoup de succès à vos initiatives vraiment louables en faveur de Cherchel. Merci Amina. L'artiste Bahri, وحياتك بحرية يا أخي. C'est un pêcheur. C'est un pêcheur également. C'est un mordu du CRB, l'équipe Belouizdadi, le grand Shabab Belouizdad. Ça fera plaisir à notre directeur qui est aussi oui, fan monsieur de Adel, qu'on salue de passage, Adel Oui, Sadoun. absolument. Donc, Inch'Allah, on vous souhaite beaucoup de courage, Inch'Allah, beaucoup de réussite. Et merci d'être venu, Mohamed. Inch'Allah, يعطيكم الصحة. Merci à vous aussi, Amina Aziri, de nous avoir fait découvrir tout ça. Merci pour ce moment de partage qu'on a eu plaisir aussi à avoir avec vous, Madame Kouider Chahira, présidente de l'association Al-Tahaddi. Bon vent et on attendra le 8 mars pour découvrir si mademoiselle ou madame a eu le prix. Voilà, ce sont des dames, ce ne sont pas essentiellement des dames. Non, qui est des jeunes filles. Et voilà, vous n'avez pas voilà, vous n'avez pas accès que sur la femme, la mère. Oui. C'est ouvert à la femme de manière générale. Voilà. On vous souhaite bonne chance. Bonne chance au concours. J'espère que, voilà, que vous aurez les votes en votre faveur. On a été ravis de vous recevoir également. On n'a pas cité son nom. C'est Petit Sam. Et Petit Sam, merci d'avoir égayé et voilà, donné toute sa splendeur à cette belle tenue traditionnelle. Absolument. On adore le caraco. Exactement. Le caraco, Sarwell. Merci infiniment, Je t'ai rencontré dans une fête avec un bientôt encore les fêtes. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. J'espère que vous avez apprécié ce panel de thématiques qu'on vous a proposé en cette matinale. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec la fin, ou plutôt la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et je vous dis à très bientôt. Dès demain, vous serez en compagnie de Smaïl Belkaidia à Constantine, suivi mercredi par Iman Mahroug Ras, donc à partir d'Oran. Et puis, on termine avec Nour El Houda en beauté le week-end. Merci et au revoir à tous.